Je consacre au RCT 100% d'un temps normal, c'est-à-dire au moins une douzaine d'heures par jour, minimum. C'est une passion que depuis qu'on me l'a fait toucher du doigt à l'âge de 23 ans. Je l'ai pratiqué dans les années 60. C'était à Mérignac, principalement, qui avait été champion de France, je crois, dans les années 10-15, ce qui s'appelait le sport athlétique bordelais, qui s'est ensuite transformé en sport athlétique mérignacais. Seconde ligne à droite. C'est une époque où les secondes lignes avaient des gabarits moins avantageux qu'aujourd'hui. Je faisais 1m90, je pesais 100 kg. C'était considéré à l'époque comme un gabarit crédible pour jouer à ce poste. Il n'y avait pas le système du lift aujourd'hui, de l'ascenseur, et donc j'avais une très bonne détente. Si j'avais 25 ans, ce serait une passion encore exacerbée. Je ne sais pas si je le pourrais, parce que le rugby d'aujourd'hui, au niveau professionnel, m'impressionne. Par sa vitesse, par sa technicité aussi, qu'on n'avait pas à l'époque. C'est un sport qui aujourd'hui est monté, à mon avis, à un très haut niveau, sans parler de l'équipe de France, au niveau du top 14 et même parfois de Pro D2, on voit des choses très impressionnantes. Donc j'aimerais jouer, oui, bien sûr. J'en pense qu'il y a une grande partie de vrai, parce que quand on suit une carrière rugbystique depuis l'âge des cadets, des juniors, et que l'on est dans une filière que j'appellerais vertueuse, avec de bons éducateurs qui non seulement vous forment sur un plan athlétique, sur un plan technique, mais également sur un plan mental, comportemental. Je crois que c'est effectivement une bonne école de la vie. C'est quelque chose de très fort, très fort. C'est la raison pour laquelle, bien que président de club, je suis toujours au vestiaire avant le match, à la mi-temps et après le match. Voilà. Donc je néglige un peu mes partenaires, que je délègue pour des tâches plus relationnelles. Et c'est mon moment très précieux de plaisir. Tout à fait, sauf que dans le vestiaire, on reprend les thèmes, les quelques thèmes, le coach reprend les quelques thèmes sur lesquels il a insisté dans la préparation du match. Et c'est très intéressant de voir comment les joueurs réagissent par rapport à ça, notamment les joueurs qui jouent à des postes clés, qui décident un peu de l'exécution des tactiques. Oui, la motivation, elle portait à l'époque essentiellement, pas tellement sur les aspects tactiques ou techniques, mais essentiellement sur la volonté, sur le mental, sur la nécessité de prendre le dessus sur l'adversaire individuellement et collectivement. Et ça, c'est quelque chose qui, encore comme je le disais il y a un instant, qui a beaucoup évolué. Il peut y avoir dans un vestiaire une très grande fraternité, très supérieure à celle que j'ai connue. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas. Le sport professionnel a ajouté une note que le rugby amateur à l'époque n'avait pas. C'est cette note, très particulière qui fait que les joueurs jouent, sont supposés s'amuser, mais aussi ils exercent leur métier. Et dans un métier, il faut avoir du succès. Il faut les deux. Le rugby, c'est un peu l'école des coups. C'est quelque chose qui est dur, donc il faut du courage. Et les couilles, parce qu'il faut aller au-delà. Il faut surmonter sa fatigue, sa douleur parfois. Et là, il faut passer un cran encore au-dessus. Parce que se dire que l'adversaire, il a les mêmes sentiments, il a le même ressenti, et il faut passer au-dessus. Voilà, c'est là qu'on prend le dessus. Et quand on le prend collectivement, c'est une grande joie. J'ai beaucoup admiré des joueurs
qui était un peu dans mon style, un peu longiligne à l'époque, quoique costaud, comme Plantefol qui jouait à Agen. Et puis bon, j'aimais des joueurs qui se défonçaient sur le terrain d'une façon particulière. J'ai beaucoup admiré Walter Spondiero sur ce plan-là. C'était un lion. Il y a aussi un joueur qui est plus ancien, qui a fait partie de la tournée de 58 en Afrique du Sud. Je suis obligé de vous parler de cette époque. Non. C'est un peu la mienne, bien que je ne jouais pas encore, qui s'appelait Boméja. Voilà, qui jouait en seconde ligne avec le capitaine de l'équipe de France à l'époque, le Dr Mias, et qui ont remporté leur première victoire en Afrique du Sud dans la série des tests. Voilà, Boméja était un joueur un peu comme moi, avec une détente phénoménale, et en même temps il était très complet, quoi. Bah, aujourd'hui, si Eben Etzebeth est au club, c'est parce que j'ai eu beaucoup d'admiration pour lui, la Coupe du Monde 2015, puis la Coupe du Monde 2019. C'est vraiment un joueur hors norme. Pour moi, c'est le prototype du très beau seconde ligne moderne. Non, je ne rêve pas la nuit. Je dors très peu, mais je ne dors pas. Je dors très peu, mais je ne rêve pas, pardon. Et après un match, je ne dors jamais. Je revois les phases de jeu, après la période du vestiaire, quelques échanges avec les coachs, directeurs sportifs, tout ça. Je rentre chez moi et à partir de là, ça commence à tourner et je me projette sur le suivant. C'est quand mon club de Mérignac est passé de National B à National A, qui était la première division de l'époque. Ça ferait sourire aujourd'hui, puisque je crois qu'il y avait 10 poules de 8 ou 8 poules de 10, je ne me souviens plus. Quand on est monté de National B à National A, ça a été une grande émotion. J'étais jeune président et j'ai ressenti ça comme une très très belle récompense. Pour un président de club, c'est plus le même monde. C'est plus le même monde. À l'époque, le rugby était amateur. Donc on travaillait au club d'une façon associative, j'étais le président, j'ai décidé, mais bon, je rendais compte régulièrement au comité de directeur. Aujourd'hui, je suis l'actionnaire unique, on peut dire, du RCT SASP professionnel, et c'est une entreprise telle que j'en ai connue à une époque. Je mets beaucoup l'accent en ce qui me concerne. C'est mon passé de chef d'entreprise sur l'organisation, les relations entre les hommes, le management. Et quand je dis les hommes, c'est les hommes et les femmes, évidemment. Et puis, je suis dans une période où je construis beaucoup pour le club. Il y a le campus, qui a commencé avec le centre d'entraînement, qui va se poursuivre avec un clubhouse qui, je pense, sera unique en France. À Mérignac, j'ai été appelé par le président de l'époque à le remplacer. Ça lui paraissait naturel. J'étais parmi les joueurs celui qui lui paraissait le plus apte, joueur et dirigeant. Et puis ici, ça s'est fait par le jeu des prises de participation dans le capital du club, au fur et à mesure que Mourad Boudjelal se désinvestissait. Donc je l'ai remplacé, j'ai ajouté des moyens financiers importants. Et je suis devenu naturellement un président de club, alors que ce n'était pas mon intention de départ. Mon intention, c'était simplement d'aider le club avec un peu d'argent à créer des infrastructures qu'il n'avait pas. Ensuite, je me suis pris au jeu, et aujourd'hui, je suis à fond dedans. Non, alors là, pas du tout, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font, beaucoup d'admiration pour un entraîneur moderne, c'est le temps de travail qu'il consacre. Je l'ai dit à propos d'un entraîneur qu'on a eu chez nous, Patrice Collado, mais c'est la même chose pour Franck Azema et d'autres. Ce sont des gens qui sont 18 heures sur 26 au minimum au boulot. Alors je ne sais pas si, sur les quelques heures qui restent, je ne sais pas s'ils dorment, quel temps ils consacrent à leur famille, à leur alimentation, mais c'est fou l'énergie, l'implication qu'ils consacrent. Vraiment, je suis très très impressionné. Je pense que je n'aurais pas pu faire ce job. Oui, j'étais à côté, et puis j'étais obligé forcément d'admirer le grand Toulon des années 2010, bien entendu.
qui a fait vibrer non seulement la région, mais la France entière. J'ai toujours eu 2 clubs de cœur dans le rugby professionnel, c'était le Stade Français et Toulon. Ça aurait pu être Bordeaux dans l'époque d'aujourd'hui, après avoir fait une fortune, ça aurait pu être Bordeaux, ça aurait pu être Toulouse aussi, oui, bien entendu. Mais il se trouve que c'est Toulon. Voilà. C'est la vie. Il y a beaucoup de points communs avec l'entreprise. Il faut non seulement anticiper, prévoir. Actuellement, on est sur le démarrage d'un nouveau plan à 5 ans. Et puis, il y a la gestion du groupe professionnel, où il y a beaucoup de choses qui remontent au président. Donc, ça me prend énormément de temps. Les contrats, les renouvellements de contrats, un plan de succession sur les joueurs, essayer de ne pas subir des situations, mais les anticiper au maximum. Le recrutement, bien entendu. Je ne suis pas en première ligne sur le plan des choix techniques, des choix de joueurs, mais je le suis ensuite. Et puis, bien entendu, toute l'organisation du club, de façon à ce que toutes les parties communient. Il faut qu'elles travaillent ensemble, donc le sportif avec l'administratif, avec le juridique. J'aime bien faire partie du cercle coach et puis de leur staff. Quand je dis faire partie, ça veut dire être au courant de ce qu'ils font, de ce qu'ils projettent. C'est la raison pour laquelle je me tiens très très près d'eux. Je suis toulonnais à fond aujourd'hui et ça c'est quelque chose qui est important. Alors le maillot, il a un peu changé avec le temps. Parce que les couleurs étaient vierges à mon époque. Aujourd'hui, il est bardé de publicité. On peut aller jusqu'à 8, je crois, 8 ou 9. Donc ça altère un petit peu cette pureté, je dirais, du maillot, quelle qu'en soit la couleur. Ceci étant, le maillot, c'est une appartenance. C'est quelque chose de très très fort. À Toulon en particulier, cette appartenance, si vous ne la ressentez pas, il vaut mieux faire autre chose parce que la région entière s'identifie à ce maillot et à ce club. Voilà. Donc oui, pour moi c'est quelque chose de très très fort et c'est quelque chose qu'il faut faire revenir dans les communications que l'on a, aussi bien avec les joueurs, le staff, qu'avec l'extérieur du club. Alors des erreurs, oui, on en fait, bien entendu, mais il n'y en a aucune que je regrette d'une façon profonde. On peut me parler par exemple de l'épisode de Patrice Colazo, pour moi c'est pas une erreur. Je pense que Patrice avait les qualités pour réussir, il n'a pas réussi. Voilà, il a fallu qu'on se sépare, mais je suis content d'être allé au bout de l'expérience avec lui. Même si ça a coûté au club un début de saison, en particulier cette année, douloureux. La différenciation entre le bourrin pur, comme on disait à mon époque, le cheval de labour et puis le cheval de course, bon, elle est quand même, dans le rugby d'aujourd'hui, elle est facile à faire, elle est facile à voir. Puis là-dessus, ce qui différencie un très bon cheval de course d'un champion, c'est le mental. Donc je crois qu'un bon entraîneur, c'est celui qui sait voir ces choses-là. Je crois qu'il leur faut beaucoup de clairvoyance. Il leur faut beaucoup de prudence aussi. Il leur faut beaucoup d'empathie vis-à-vis des joueurs, sans pour autant un poil de paternalisme, tout en gardant leur distance et en sachant être capable de faire des choix. C'est un métier qui est très difficile, comme je le disais. Non, c'est une période dont j'aime pas parler, dont je n'ai jamais parlé d'ailleurs. Bon, il se trouve que l'intervieweur en est venu à ça d'une façon très, très subtile. Donc je me suis un peu laissé aller. Mes 2 ans en Algérie, dans une unité combattante, ont été une période à la fois très douloureuse, très dure, et en même temps une expérience humaine extraordinaire, qui est mal terminée, bien entendu. Contrairement à beaucoup de gens qui ont vécu ces choses-là, et on le voit avec des guerres plus récentes, j'ai réussi à ne pas plonger, et au contraire, à grimper, c'est ma grande fierté. Comme je l'ai dit dans l'interview à laquelle vous faites référence, bon, dans un premier temps, ça m'a surpris, ça m'a étonné,
ça m'a blessé. Après, j'ai décidé de passer au-delà. Parce que quand la méchanceté est gratuite, et en particulier de la part de gens qui se cachent déjà derrière un pseudo, ensuite qui ne connaissent manifestement pas les dossiers, je trouve ça puéril, vain, voilà, inutile. Ce sont des gens qui se prétendent supporters mais qui font beaucoup de mal au club. Je ne viens pas gêner ni le cercle des joueurs ni le coach. Ils savent que je suis là. Je les ai habitués à ça. Ils savent que je suis là également dans les analyses de match après le lendemain, le surlendemain, etc. Donc oui, des fois ça me prend. Des fois il y a de l'émotion. Cette émotion, elle naît à la fois des mots que c'est choisir le coach et en même temps, elle naît de ce que vous ressentez, cette atmosphère qui se dégage. Et quand une équipe est en train de prendre conscience de ce qu'elle peut faire et puis qu'elle le fait, vous sentez qu'elle va le faire, comme avant ce match contre La Rochelle il y a 2-3 semaines, oui, c'est fort. C'est pour ça que j'y suis, parce que pour moi, être président de club, c'est vivre ces moments-là. Malheureux pour moi, malheureux pour, bien sûr, parce que je le ressentais, mais avant tout malheureux pour l'entraîneur, dont je sais tout ce qu'il dépensait comme énergie, comme savoir-faire, comme recherche de solutions. Malheureux pour les joueurs aussi. Si vous voulez, c'est comme un pianiste qui fait 5 heures de gamme par jour et qui tout d'un coup, lorsque le concert se présente, tout d'un coup est incapable de jouer correctement. C'est dramatique, dramatique. Alors, toute proportion gardée, parce que le pianiste il est seul, là ils sont 15 ou 23, mais malgré tout, il y en a beaucoup qui ressentent ça très douloureusement, donc je participe à tout cela. Je les connais tous pour leur prénom, sans exception, y compris les espoirs d'ailleurs. Ils savent que je suis proche d'eux, mais j'essaie de ne pas l'être trop. Sauf après les matchs, quand on fête une victoire, là ils veulent absolument que je sois dans le cercle. J'aime bien les discours de Franck parce qu'ils mêlent à la fois beaucoup de vigueur, beaucoup d'intelligence au plan psychologique, et en même temps très concentré sur des points clés. Voilà. Il essaye de ne pas trop partir dans un éventail de détails parce qu'il sait qu'à ce stade-là, les joueurs ne retiennent plus. Voilà. Donc il faut les ramener sur l'essentiel. Donc ça, il sait très bien le faire et ça me plaît beaucoup. Patrice était plus dans la fête. Je pense qu'il essayait de provoquer plus l'émotion par l'émotion collective, par la force de ses mots, la force de son discours, et c'était plus dans ce domaine-là. Je crois que le technique se préparait avant. Ce n'est pas facile. Mais je reconnais qu'il y a une émotion énorme qui me monte, qui me fait un peu arriver au bord des larmes. Par exemple, quand on marque contre La Rochelle l'essai du bonus offensif. Donc, je me dis c'est un accomplissement par rapport à tous ces mois de galère qu'on vient de connaître. Ceci dit, si un jour on est en finale de championnat de France ou de Coupe d'Europe et qu'on gagne, il se peut que je craque. Un titre. Je privilégie le bouclier plutôt que la Coupe d'Europe. Pour moi, le bouclier, c'est vraiment un accomplissement, c'est une victoire dans un marathon. Voilà. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous pouvez être très très loin des premiers à quelques journées de la fin, remonter. Je ne sais pas si ce sera notre cas, parce que le challenge est vraiment très très dur. Mais pour moi, le bouclier est plus important que la Coupe d'Europe. Vous savez, je n'ai pas que le rugby, en fait. Je consacre au RCT 100% d'un temps normal, c'est-à-dire au moins une douzaine d'heures par jour, minimum. Mais j'ai d'autres choses, notamment ma holding financière, ma société, qui me prend également du temps, et grâce à laquelle je peux financer le rugby d'ailleurs. Et puis j'ai aussi ma fondation caritative, qui est très importante pour moi et pour mon épouse également.
pour ma famille. Donc ça vient en plus. Qui s'appelle comment la fondation? Elle s'appelle Alma. Donc la moitié des dividendes qui sont issus de la financière de la Seigneurie, ma société financière, la moitié des dividendes sont consacrés à financer Alma et à travers Alma à financer d'autres institutions qui, elles, se consacrent aux malheureux, à la misère humaine, aux personnes âgées, aux chrétiens d'Orient, à la reconstruction de certaines églises, voilà, tout ce domaine-là. Mais en particulier la misère. Voilà. Grâce à Alma, on sert plusieurs dizaines de milliers de repas par jour sur Paris. Ce qui donne une idée de la misère humaine qui existe dans une agglomération comme la région parisienne. Je ne sais pas, je n'ai pas cherché à savoir ça. J'ai eu quelques témoignages, pas beaucoup, mais il y a beaucoup de discrétion par rapport à ça. Je pense qu'ils le savent parce qu'ils lisent, ou ils entendent. Mais je ne cherche pas à faire la moindre publicité là-dessus. Peut-être un peu pour certains, parce que bon, je suis réputé être un peu froid, un peu distant en première impression. Après, je peux être très amical, mais j'essaye aussi de garder des distances qui sont nécessaires. C'est pas pour le plaisir de créer une distance, c'est simplement parce que c'est nécessaire au job. Des fois, il faut prendre des décisions qui sont difficiles et pour qu'elles soient respectées, il faut que les gens comprennent la dimension du président dans ces décisions. Non, je suis plus papa cool. Très clairement. Sur le plan du club, vous voulez dire? Oui, sur le plan du club. Non seulement sur le plan du club, oui, pas seulement sur le plan sportif, mais j'aime beaucoup tous les collaborateurs. J'espère que je leur fais sentir. Très fier, oui, très fier. Je suis content pour eux, je suis content pour le club. En particulier quand il y a des joueurs qui sont issus de la formation toulonnaise, ce qui est par exemple le cas de Gilles Gros, par exemple. Gabin, lui, on l'a recruté. Enfin, on en est fier aussi parce que quand on l'a recruté, il sortait d'un club de fédéral. Et d'ailleurs, Patrice m'avait dit, dès qu'il est arrivé, il m'a dit il sera international à la fin de l'année. Poum, ça va pas louper. Voilà. Il m'a dit la même chose pour Aymeric Luc. C'était tout à fait en début de saison, pendant la préparation. Il m'a dit il sera international à la fin de l'année. Poum, ça va pas louper. Il n'a pas joué en équipe de France, mais il a été appelé plusieurs fois. Voilà, donc je suis très fier de ça. L'an passé, on en a eu jusqu'à 8, 9 qui ont été appelés, dont 3, 4, 5 qui ont joué. Il y avait encore à l'époque Romain Taofifénois qui était encore toulonnais. Rebadge a joué en équipe de France, y compris dans le tournoi. Bon voilà, on en est fiers. Comme je vous disais tout à l'heure, je crois que je suis assez proche des joueurs. Très souvent, je suggère au coach qui me parle d'un joueur ou d'un autre qui n'est pas bien. Je lui dis, si tu veux, je peux lui parler. Je peux le recevoir, je peux lui parler. Donc je suis disponible pour ça. Il y a des joueurs qui ne sont pas dans un mode dépressif, mais on sent qu'ils ne sont pas bien, sans aller jusqu'à la dépression. Et je fais savoir que je suis disponible pour les voir. Ça me ferait plaisir qu'on dise que j'ai été un constructeur. Voilà. Pas seulement de bâtiments, hein, mais d'un club qui, dans 10 ans, sera là où je voudrais qu'il soit, au plus haut niveau, rugby français et européen. Une place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et tous les efforts que j'ai pu faire, un quasi-don de ma personne en termes d'énergie, de temps consacré. Donc j'aimerais que ce soit reconnu. Je ne dis pas qu'il faut en faire de la publicité, mais qu'on dise oui, ça a été une belle époque pour le RCP. Pour moi, c'est une façon de parler pour parler, si vous voulez, d'être présent. Je sais que ça lui est nécessaire. Une époque, ça me touchait, oui.
ça me touchait parce que j'avais pas besoin de ce handicap. Quand vous reprenez une situation où c'est que j'ai reprise, vous n'avez pas besoin de ça. Donc non, je ne lis plus, je vois passer des titres et je les évite. Le chantonner, oui, mais je serais incapable de répéter les paroles, je ne les connais pas bien. Mais il faut que je m'y mette parce que je sais que c'est une question qui va m'être posée, il faut que je fasse face.